Amis de l'histoire, amis du roman historique, bonjour. Donc aujourd'hui, encore De Gaulle. Alors j'avais fait déjà des émissions sur De Gaulle, mais l'actualité fait que je suis un peu obligé de m'exprimer là-dessus, parce qu'il est sorti d'une part deux films très intéressants, de très beaux films, hein, et sur la période du 18 juin, de la résistance, etc. Toute cette grande période de De Gaulle. Et puis également, il est paru il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, le deuxième volet des livres de Jean-Luc Barré. Hein. Donc le premier, ça s'appelait L'homme de personne. Alors, là, j'avais fait une émission. Hein. Et puis là, c'est le premier des Français. Donc je vais vous lire des passages de ce livre-là. Ce qui nous amènera la fois suivante à la promesse de l'aube de Romain Gary. Hein, alors, c'est pas vraiment du roman historique, mais bon, ça y ressemble. Hein. Et puis, donc, il revient sur un passé proche au moment où il l'écrit. Enfin, on verra ça la prochaine fois. Et en quelque sorte, c'est du roman historique. Hein. Assez. C'est assez biographique, quoi. Mais enfin, on en parlera la prochaine fois. Pour l'instant, on va s'attacher donc à la source éventuelle. Hein, c'est De Gaulle, une vie, le premier des Français. Alors c'est la période des années 50. Hein, c'est après ce qui est évoqué dans les films qui viennent de sortir. Alors des livres sur De Gaulle, il y en a plein. Hein, il y a des très très bons comme celui d'Éric Roussel, hein, qui a été publié il y a quelques années déjà. Hein, je ne sais plus, c'était chez Perrin, il y a un bout de temps. Hein. C'était en 2020, ouais. Ah non, c'était en 2006, hein, celui-là, 2006. Il y a eu il y a celui de Julian Jackson, un Anglais, hein, et c'est sur ce canevas-là, sur ce livre-là, qui est basé donc les deux films, hein, qui viennent de sortir. Voilà. Ensuite, vous avez des livres anciens, hein, comme ceux de Jean Lacouture, hein, qui est décédé maintenant. Ça, c'était le troisième, ça s'appelait Le Souverain, hein, de Gaulle. Et il y avait le 1 et le 2, hein, que j'ai aussi, mais enfin, moi, je ne vais pas tout sortir. Il y avait Devenir de Gaulle, de Jean-Luc Barré, hein, de l'auteur de Gaulle une vie, hein, voilà. Donc, c'était la période, là, 1939-43. Donc, on est très documenté, hein, sur le général de Gaulle, hein, la personnalité la plus admirée en France. Le Monde selon De Gaulle, hein, de François Kersaudy, qui est un grand historien également. Et puis il y a un livre qui est très intéressant, hein, c'est De Gaulle mon père, hein, de Philippe de Gaulle, un entretien avec Michel Toriac a fait également des livres sur De Gaulle, mais enfin bon, je n'ai pas tout sorti de la bibliothèque, c'était pour vous faire voir un peu l'étendue de la documentation qu'on peut avoir. Voilà. Donc j'ai retenu quelques passages dans cet ouvrage, hein, qui est la suite un peu du film en quelque sorte, hein, parce que là c'est la période après la Seconde Guerre mondiale, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite les années 50 jusqu'au moment où il reprend le pouvoir en 1958. Donc première étape, attendez, je vais d'abord vous lire la quatrième de couverture. Après la libération de Paris, en août 1944, l'homme de personne, hein, donc le nom du premier tome, est devenu le premier des Français. Ce deuxième tome couvre les années les plus méconnues de la destinée de Charles de Gaulle jusqu'à sa reprise du pouvoir en juin 1958. À partir d'archives inédites, celles en particulier du fonds de Gaulle que l'auteur a été le premier à explorer, il renouvelle la connaissance de cette période au fil d'une dramaturgie où l'analyse psychologique du personnage principal se mêle aux péripéties politiques qui ont émaillé ce parcours de tumultueux. Dans son action gouvernementale, De Gaulle alterne à une vitesse accélérée restauration de l'État et révolution sociale et économique. Il mène de front offensifs diplomatiques pour établir le rang de la France et tentative de réforme d'un système colonial menacé de tous côtés. Confronté à l'hostilité des partis dont il ne cesse
de dénoncer la malveillance, les malfaisances. Il met un terme à ses fonctions en janvier 1946. S'ouvre alors la longue parenthèse d'une traversée du désert qui fut surtout pour le fondateur du RPF, Rassemblement pour la France, une façon de préparer son retour au pouvoir. On saisit ici, dans toute sa complexité, au plus près d'une intimité jalonnée de drames personnels, la mort de sa fille Anne en 1948, et de difficultés de santé, un homme partagé entre rage, exaltation et mélancolie. L'auteur éclaire d'un jour nouveau les épisodes sur lesquels on croyait tout savoir, les procès de l'épuration, la tragédie de Sétif en 1945, l'affrontement avec le Parti communiste et le MRP, le fonctionnement interne du RPF et l'implication du général dans les événements de mai 1958 entre sédition militaire et processus régulier pour reprendre la direction de la France. Son combat pour les institutions solides et pérennes, son refus de s'enfermer dans les limites idéologiques de droite et de gauche, et sa conception d'une Europe affranchie de toute tutelle étrangère illustre sa dimension de visionnaire. Autant de leçons à méditer pour aujourd'hui. Co-auteur des Mémoires de Gaulle dans la Pléiade, éditeur de 3 volumes de ses lettres, notes et carnets dans la collection bouquins, Jean-Luc Barré, l'auteur de Devenir de Gaulle, que je vous ai montré tout à l'heure, de Gaulle, une vie, alors l'homme de personne, prix Renaudot et, pour les essais, et Grand Prix de la biographie historique du Touquet. Voilà, donc on passe ensuite page 49, l'état des lieux. L'état des lieux, lorsqu'il est donc président du Conseil national de la résistance à l'été 1944. À la fin de l'été 1944, Charles de Gaulle a hérité d'un pays qui s'est ruiné, décimé, déchiré, 600 000 morts, plus de 2 millions de déportés, prisonniers de guerre et requis du STO, des dizaines de villes entièrement détruites, Calais, Rouen, Saint-Nazaire, Dunkerque, Le Havre, Brest, Caen, Épinal, bombardés par les Alliés. Des réseaux routiers, portuaires et ferroviaires aux 3/4 dévastés, un pays recru de souffrance et d'humiliation, où les attentes, les doléances, les signes de détresse affluent de toutes parts. C'est au premier lieu sur cette réalité d'un peuple malade et blessé, en proie au dénuement et soumis à des restrictions de toutes sortes que De Gaulle entend fonder sa politique économique. Il n'ignore pas que le redressement de la France comportera des inconvénients et exigera des résolutions catégoriques, mais sans estimer pour autant nécessaire, à force de rigueur, d'aller jusqu'à bouleverser dans sa structure et son activité une nation à la merci de périlleuses convulsions. Ligne de conduite résumée en 3 phrases dans ses mémoires: en économie, non plus qu'en politique ou en stratégie, il n'existe à mon sens de vérité absolue. Mais il y a des circonstances. C'est l'idée que je m'en fais qui emporte la décision. Dans ses discours de Londres et d'Alger, le dirigeant de la France libre avait indiqué tout aussi clairement dès 1941 que la France ne pouvait se passer, une fois libérée, de profondes transformations, et précisé l'esprit et les orientations des grandes réformes qu'il s'attacherait à accomplir. Esquisse d'une révolution visant à instaurer un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale cesseraient d'être confisquées par quelques-uns et les biens de la France devraient profiter à tous les Français. Mais De Gaulle est resté dans le flou quant au plan d'action qu'il comptait mettre en place sitôt entré en métropole. Avait-il l'intention d'appliquer à la lettre le programme présenté par le Conseil national de la résistance en mars 1944 et fortement inspiré du Parti communiste, qui prévoyait notamment des nationalisations massives dans les secteurs de la production industrielle et celles des principaux établissements bancaires? Se conformerait-il aux préconisations beaucoup plus rigoureuses de son commissaire aux finances, Pierre Mendès France, formalisées au même moment dans un rapport confidentiel? Ou se contenterait-il, comme souvent, de suivre son idée et ne retenant des conseils et avis des uns et des autres que ce qu'il estimait précisément conforme aux circonstances et aux sentiments qui lui inspirent? De Gaulle se reconnaît suffisamment
dans l'ensemble des réformes préconisées par le CNR, le Conseil national de la résistance, hein, je le rappelle, pour les faire siennes et décider de leur mise en œuvre à la tête du gouvernement. C'est sous son autorité et son impulsion personnelle que sera engagée dès septembre 1944 l'étatisation massive des principaux leviers de l'économie nationale, échelonnée jusqu'au son départ du pouvoir en janvier 1946. Nationalisation du crédit, des compagnies d'assurance, de la Banque de France, des grands établissements de dépôt, la Société Générale, la BNP, le Crédit Lyonnais, le Comptoir National d'Escompte, nationalisation d'entreprises industrielles, les usines Renault, Berlier, Gnome et Rhône, des bassins sidérurgiques du Nord et du Pas-de-Calais, des transports aériens et de l'ensemble des secteurs énergétiques. Voilà là où l'on en était en été 44. Et la guerre n'était pas finie. Voilà, page 91, chez Staline. Parce qu'en même temps, il y a une politique étrangère intense. Et il y a aussi à régler les rapports avec les Amériques, qui étaient difficiles à ce temps. En ce temps. Le sont toujours. Hein. Un peu plus tard, Staline prend plaisir à agiter sous le nez du général le nom de Torres, en lui demandant de ses nouvelles. Alors, Torres s'était réfugié en Union soviétique en 1939, hein, pour éviter de faire la guerre, et puis parce que l'Union soviétique était alliée de l'Allemagne, hein, à l'époque, il faut s'en souvenir. Et donc il était resté toute la guerre à Moscou. Et ensuite, De Gaulle a accepté de le refaire venir en France sans qu'il y ait d'incidence, parce que c'était un déserteur. Hein. Voilà. Donc, Staline lui demande des nouvelles. Ne vous fâchez pas de mon indiscrétion, lui dit-il, en voyant son visage se fermer. Je me permets simplement de vous dire que je connais Torres et qu'à mon avis, c'est un bon Français. Si j'étais à votre place, je ne le mettrais pas en prison. Du moins pas tout de suite, lui dit Staline. Dans les souvenirs d'Alphonse Juin, la même scène est racontée de façon plus explicite. Dis-lui que je lui ai renvoyé Torres, aurait soufflé Staline à son interprète. Et De Gaulle se serait contenté de lever les bras en commentaire jusqu'à ce que Staline repasse à l'offensive. Demande-lui quand il va le faire fusiller. Mais dans les deux récits, la conclusion de Gaulle est la même. Le gouvernement français traite les Français d'après les services qu'ils attendent d'eux. Après une représentation des ballets de Bolchoï au Grand Théâtre, le soir même, une visite au Mont des Oiseaux le lendemain matin, suivie d'un déjeuner à l'ambassade avec les intellectuels russes amis de la France, dont Ilya Ehrenburg et Victor Fink, c'est assez vite le véritable jeu du débat, comme l'écrit de Gaulle, qui se précise du côté soviétique, etc. etc. Bon, bref. Sa présence était surtout importante en 1944 à Moscou pour dire bien aux Américains que la France pouvait avoir d'autres alliés. Voilà, 191, page 191, épurée. Page 191. Alors, c'est la grande période de l'épuration, et puis là, je vous fais une petite lecture surtout autour de la personnalité de Brasillac. Une note sur l'affaire Brasillac, retrouvée dans le fonds de Gaulle aux Archives nationales, suggère une autre explication dans ce document qui dresse la liste des charges pesant sur l'écrivain. Brasillac est présenté comme un des responsables de l'assassinat de Mandel, ministre de la Troisième République. On sait de quelle haine Brasillac a poursuivi Paul Reynaud, Léon Blum et Georges Mandel, dans Je suis partout, hein, l'hebdomadaire, le quotidien, c'était un quotidien je crois, collaborationniste, où il appelait généralement à leur mise à mort. Pour Brasillac, Mandel était d'abord le juif Mandel, un homme qu'il s'agissait d'éliminer physiquement. Or, on connaît l'estime et le respect dont jouit auprès de Gaulle l'ancien chef de cabinet de Clémenceau, Mandel, l'un des rares ministres du cabinet Reynaud, à s'être déclaré en accord avec lui et l'avoir en quelque sorte adoubé en juin 40. La responsabilité de Brasillac
dans son assassinat ne pouvait que justifier à ses yeux une sanction exemplaire. Il a été fusillé comme un soldat, dira plus tard le général à Claude Mauriac. Déclaration qui, venant de lui, avait au moins valeur d'hommage. C'est la même explication qu'il donnera de manière plus appuyée à Alain Peyrefitte 30 ans plus tard. Tant de pauvres types ont été fusillés à la Libération pour s'être laissés entraîner dans la collaboration. Pourquoi ceux qui les ont entraînés, les Darnand, les Déat, les Pucheux, les Henriot, les Brasillac, seraient-ils passés entre les gouttes? Un intellectuel n'est pas moins, mais plus responsable qu'un autre. Il est incitateur, il est un chef au sens le plus fort. François Mauriac avait écrit qu'une tête pensante ne doit pas tomber. Et pourquoi donc ce sacrilège? Une grosse tête est plus responsable qu'une tête de Piaf. Brasillac était intelligent, il avait du talent. Ce qu'il a fait est d'autant plus grave. Son engagement dans la collaboration a renforcé les nazis. Un intellectuel n'a pas plus de titre à l'indulgence. Il en est moins parce qu'il est plus informé, plus capable d'esprit critique, donc plus coupable. Les paroles d'un intellectuel sont des flèches, ses formules sont des balles. Il a le pouvoir de transformer l'esprit public. Il ne peut pas à la fois jouir des avantages de ce pouvoir-là et en refuser les inconvénients. Quand vient l'heure de la justice, il doit payer. De Gaulle plaçait très haut la littérature et les écrivains. Pour lui, en épousant la pire des causes, Brasillac avait sali ce qui faisait plus que tout l'honneur et le prestige de la France. Il est expédié en conséquence, il expie en conséquence l'un des crimes majeurs de Vichy. Donc il ne le graciera pas, il sera fusillé. Ensuite, page 440, l'OTAN. On avance beaucoup là. On s'écarte de la Seconde Guerre mondiale. Page 40. 440. Alors, la problématique de l'OTAN. Quand on est le cap atlantique du continent, la France, quand on a planté son drapeau en toutes les parties de la terre, quand on répand les idées et qu'on s'ouvre aux influences, bref, quand on est la France, on ne peut se soustraire au grand mouvement d'ici-bas. Pour n'être pas écrasé et en même temps pour servir la cause de tous les hommes, il n'est que de jouer son rôle carrément et tout entier. Or, quelles qu'aient été nos épreuves, et malgré ce que chevrotent les clignotants de l'abandon, je dis moi qu'il est possible de nous mettre sur pied et par là d'influencer puissamment sur les courants qui entraînent le monde. Mais enfin, que la France puisse remplir le rôle majeur qui lui assigne, la tâche la plus urgente pour De Gaulle est d'organiser son réarmement, affaibli par l'imprévoyance de ses gouvernants qui l'a rendu en très grande partie dépendante de l'aide américaine. Autre entreprise primordiale qui découle de la précédente, s'atteler à l'unification de l'Europe fondée sur un accord direct entre les peuples allemands et français. La France prenant la tête de l'action commune, afin de doter les nations du vieux continent d'un même système stratégique. Le général sait que l'Europe ne pourrait se passer pour autant du concours des États-Unis afin de garantir sa sécurité et ses propres moyens d'action face à une éventuelle agression soviétique, d'où la nécessité de l'Alliance Atlantique, scellée au printemps 1949 et à travers le traité Atlantique Nord. De Gaulle en a approuvé le principe dès l'origine en se félicitant, non sans ironie, de l'effort très méritoire déployé par le peuple et les dirigeants américains pour surmonter en eux-mêmes les tendances classiques qui le portent vers l'isolationnisme. Mais l'efficacité du pacte, a-t-il aussi souligné en quelques jours sa signature, dépendrait pour autant de l'engagement des États-Unis que de la capacité des États de l'Europe occidentale, et spécialement de la France, à se pourvoir de leurs propres moyens de défense, de leur aptitude, autrement dit, à ne pas s'en remettre
au seul bon vouloir d'une puissance extérieure, les États-Unis, si bien intentionnée soit-elle, ou encore moins à subir sa tutelle. Et pas plus actuelle. Hein. À la place qui est la sienne, le général de Gaulle formule, dès la création de l'OTAN, des exigences qui seront source d'autant de désaccords que de malentendus durables, jusqu'au retrait de la France 17 ans plus tard de l'organisation militaire intégrée, sous De Gaulle, hein, sous le gouvernement de De Gaulle. Exigence qui gravite déjà pour l'essentiel autour de l'idée de prééminence de la souveraineté. Selon lui, la France, tout en restant maîtresse de son propre destin, doit se voir reconnaître une responsabilité capitale à la tête de ce nouveau dispositif. Au début d'une guerre, et aussi longtemps que la France ne serait pas occupée, c'est sur elle qu'il faut centrer la défense de l'Europe occidentale. C'est la France que l'on doit réarmer d'abord, et à elle, et non à l'Angleterre, que l'on doit confier le commandement initial. Un an après la mise en place du traité, il déplora que son pays ait ratifié le pacte atlantique sans exiger que certaines conditions aient été remplies. Il fallait savoir d'abord quel serait en pratique le concours qui nous serait donné en matière d'armement. Il fallait aussi savoir quel rôle nous pourrions jouer dans les conflits internationaux qui régleront la stratégie. Malheureusement, ce n'est pas cette voie qui a été suivie. On ratifiera le pacte atlantique sans aucune condition préalable. Donc la France se mettait sous commandement américain. Il le restera jusqu'à la sortie de l'OTAN en 1965. Et on y est à nouveau grâce à M. Sarkozy qui nous a remis sous l'égide des Américains. Alors, ensuite, page 449, trucage d'élection. Page 449. Parce que De Gaulle va essayer dans un premier temps avec le RPF de revenir au pouvoir par la voie d'un parti en quelque sorte. Alors, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti. Mais bon. En 1945, le général de Gaulle avait réussi à imposer un mode de consultation dont l'objectif était clairement de contenir l'hégémonie du Parti communiste en tête. 6 ans plus tard, il sait qu'il ne dispose plus d'aucune marge de manœuvre pour décider du maintien ou non de l'actuel système électoral. Ce sera l'affaire des dirigeants en place. Représentation proportionnelle, point d'interrogation, structure majoritaire à 2 tours, tout laisse penser que leur principal souci sera d'empêcher l'avènement d'une chambre dominée séparément par les gaullistes et les communistes qui rendrait celle-ci ingouvernable, tout en privant la troisième force, seule coalition capable de s'entendre et de la majorité nécessaire à l'exercice du pouvoir. Un dilemme insoluble, sauf à échafauder un système inédit qui permettrait de contrer la montée en puissance des 2 grands partis d'opposition et d'offrir aux autres, la SFIO, la NRP, les SFIO c'est les socialistes, les radicaux socialistes et modérés, les moyens de s'accorder pour conserver la direction du pays. À la fin de l'année 50, De Gaulle est prévenu par son beau-frère Jacques Vendroux du stratagème électoral destiné à diminuer le futur succès du RPF, que certains milieux proches du pouvoir sont en train de manigancer. Cela s'appelle l'apparentement, précise le député du Pas-de-Calais. Une modification en ce sens de la loi électorale a été soumise prochainement au Parlement. Le 7 janvier 1951, le général prend les devants en dénonçant lors d'une réunion publique à Nîmes un trucage en préparation, une forfaiture, une usurpation du suffrage universel qui constituerait en ceci les listes présentées par chaque parti pourraient se déclarer apparentées avant l'élection et ainsi additionner leur suffrage. En cas de majorité absolue au scrutin proportionnel, il emporterait la totalité des sièges à promouvoir dans chaque département. Invention diabolique qui ne peut que favoriser les coalitions déjà installées au détriment des forces politiques plus isolées. Ici, de fait, le RPF et les communistes qui n'ont pas vocation à s'associer
chacun gardant tout au plus la possibilité de s'apparenter à son tour avec d'autres formations. Le type même de combinaison préalable que De Gaulle a clairement rejeté dans sa note du 28 septembre, sans s'interdire, en cas de structure majoritaire, les rapprochements du deuxième tour habituel. Se prêter au jeu d'un tel système serait se renier pour une organisation qui n'a cessé de stigmatiser le vice du régime. Mais refuser de s'en servir, c'est prendre le risque d'être laminé. Une inquiétude qui se fait très vite jour parmi les dirigeants du Rassemblement. Certains d'entre eux, et non des moindres, Soustelle, Baumel ou Michelet, se disant prêts à surmonter leur répugnance pour exploiter ce mauvais coup à leur profit. Le général se montre, comme à son habitude, intraitable. Le 25 février, au lendemain de la démission du gouvernement Pleven, désavoué pour avoir proposé un projet électoral distinct, il qualifie d'escroquerie celui que les partis de la troisième force entendent bien imposer. Et le 7 mars, présidant la réunion mensuelle des délégués régionaux de Solferino, le siège du RPF, il ouvre la séance par cet appel à l'insurrection. Libérer le Palais Bourbon, suivi d'une mise au point plus mesurée. Ce qui domine tout, ce sont les élections. Il va être la grande affaire. Ça va être la grande affaire. Nous allons choisir les têtes de liste et nous demanderons aux conseils départementaux de les compléter. C'est un travail délicat car toutes les listes sont importantes. Il faudrait que tout ceci soit fini début avril. À partir de ce moment, ça peut se déclencher très vite et peut-être avant. La deuxième chose, c'est la question des déclarations à faire signer. Ce qui est essentiel, c'est la cohésion des députés. Il n'y a pas de nécessité plus grande. Quant à la situation générale, il est évident que c'est la fin pour le régime. Notre propagande doit répéter que tous les partis sont coupables dans le régime, soit qu'ils aient participé, soit qu'ils l'aient prolongé, ceci pour dire qu'il n'y aura pas d'alliance. La semaine suivante, le président de la République, Vincent Auriol, fera de nouveaux appels à Henri Queuille pour assurer la succession de Pleven, avec comme première mission l'adoption par l'Assemblée de la réforme électorale freinée par son prédécesseur. Besogne accompli le 7 mai. Après quoi, le bon médecin de Neuvy se transformera en euthanasie, le temps d'abréger la durée de vie de la présente législature. La date du futur scrutin est avancée au 17 juin, un travail d'orfèvre. On pouvait envisager l'élection d'au moins 200 députés d'extrême droite et 200 d'extrême gauche. Il fallait parer au danger, expliquera-t-il après coup. J'ai dit alors, les apparentements permettront au peuple français de choisir entre trois formules, les communistes, la République autoritaire et le régime parlementaire. C'était clair, simple et loyal, dit Queuille en toutes lettres. C'était un trucage. Voilà, alors ensuite, page 464, De Gaulle fait son numéro. De Gaulle fait son page 464. Alors tout ça ne marchera pas, venir au pouvoir par la voie parlementaire. Donc en fait, ça va l'énerver, toutes ces histoires d'élections et tout. Donc en quelque sorte, il va laisser le RPF mourir de sa belle mort. Est-ce à dire que le général attendait de Soustelle, l'ayant expressément mandaté pour cela, qu'ils seront analysés dans le seul but de faire savoir à nouveau au président de la République qu'il était disposé, lui, De Gaulle, à former le prochain gouvernement? Ou s'agissait-il, dans son esprit, de contrecarrer toute autre éventualité, sachant que qu'Auriol persisterait probablement à opposer à sa nomination un veto absolu? Vincent Auriol ne voulait absolument pas que De Gaulle devienne président du Conseil. Auriol, je vous rappelle, c'est le président de la République à l'époque. Le rendez-vous tourne vite au quiproquo dans la mesure où le chef de l'État n'a sollicité le représentant du RPF que pour lui proposer de constituer seul le futur ministère au titre du Rassemblement. Et où Soustelle, de son côté, ne semble pas s'être refusé à envisager cette hypothèse. Il racontera quelques semaines plus tard qu'ayant fait part à Auriol du souhait de Gaulle de le rencontrer,
il se serait heurté à une réaction embarrassée de son hôte. Je ne le peux pas. Cela exciterait les passions. Et que diraient les communistes? Le député du Rhône finira par décliner la proposition qui le concerne. Flatté de l'offre élyséenne, sans doute n'y a-t-il renoncé qu'à contre-cœur. Toujours est-il que, dans sa déclaration faite à la presse, aussitôt après pour justifier son refus, il ne prononcera à aucun moment le nom de Gaulle, impair ou abstention délibérée. Le 9 janvier, alors même où son mandataire est reçu à l'Élysée, le général préside, comme tous les mercredis, le conseil de direction du RPF, rue de Solferino. Sont présents autant autour de la table, de la grande table drapée de verre, Ternoir, Chaban, Baumel, Fouché, entre autres. De Gaulle est assis, comme toujours, entre Malraux et Palevski. Face à lui, un fauteuil vide, celui de Soustelle. Il feint de s'en amuser en début de séance. Messieurs, peut-on commencer alors que le président du Conseil forme son gouvernement? Où va-t-il me mettre? Je me le demande. Au sport ou à l'éducation nationale, raille-t-il, tandis que Malraux glisse à son voisin. Serait-il jaloux? L'absence de Soustelle se prolongea. Le général décide de passer à l'ordre du jour avant de suspendre très vite la discussion, sans parvenir à masquer son agacement sur le ton le plus sarcastique. Mais enfin, messieurs, comment pouvez-vous parler de ces sujets alors que la France est haletante? Je suis haletant. Mais où est le chef du gouvernement? S'exclame-t-il. Arrive enfin Soustelle. Un simple coup d'œil m'avertit instinctivement de ce qui allait venir, raconte Fouché. Très pénétré de son importance, le nouveau venu alla jusqu'à son fauteuil, après avoir salué le général de loin, fort respectueusement. Cher ami, nous demandions justement lequel d'Oriol ou de vous avait mangé l'autre, lui lance de Gaulle, la lippe cruelle. Mon général, le président de la République, vient de me proposer de former le gouvernement. Second coup d'œil, cette fois, sur la figure du général de Gaulle, m'indiqua l'orage imminent, poursuit Fouché. Cette figure s'était brusquement fermée et rembrunie. Soustelle, tout à sa grande affaire, ne s'en aperçut pas, malgré une longue pratique du général. Il expliqua qu'il avait demandé un délai de réflexion pour consulter et qu'il comptait rendre sa réponse dans quelques heures. J'attendais la foudre. Elle tomba avec une force qui stupéfia l'auditoire. Pendant tout l'exposé, en effet, la fermeté qu'elle était, la physionomie du général devenait frémissante. Je sentais l'effort qu'il faisait pour se contenir. Il ne dura guère. J'ai rarement vu, et à vrai dire jamais dans ma vie, un orateur se faire cueillir à froid comme Soustelle ce jour-là. De Gaulle l'interrompt brusquement. Mais vous êtes tous les mêmes. Il suffit de dérouler un tapis rouge pour que vous marchiez dessus, quelle que soit la direction où il vous mène. Jacques Soustelle prit de court, le teint blême, et suit l'algarade, sans savoir comment réagir. De Gaulle lui n'en laisse pas le temps. Monsieur le président du Conseil, où en êtes-vous de vos consultations? L'apostrophe-t-il de nouveau. Mon général, j'ai dit au président de la République que je ne pouvais pas aboutir. Vous avez fait perdre du temps à la France. Et comment le sera-t-elle? Mon général, j'ai remis un communiqué. Lisez-le, lui ordonna de Gaulle. Et Soustelle de se mettre à lire le texte en question. Doublement irritant pour de Gaulle. D'une part parce qu'il découvre qu'il n'y ait pas même mention de son nom. De l'autre parce que son auteur s'est permis d'énoncer à sa place les raisons pour lesquelles le RPF ne s'estimait pas en mesure d'exercer le pouvoir dans les circonstances présentes. La loi électorale de mai, les apparentements de juin, ont amené à l'Assemblée une majorité dont les voix autorisées nous ont dit qu'elle était de la seule possible, y déclare Soustelle. Mais un doute subsiste. Existe-t-elle encore ou n'existe-t-elle plus? Ce doute, il faut le dissiper avant toute chose. L'exposé paraît si laborieux qu'il faut à son auteur d'être sèchement interrompu et rabroué de nouveau. Mais c'est idiot, écrit le général. Qu'est-ce que cela signifie? Soustelle, livide et comme tétanisé, ne parvient pas à contenir ses larmes, tandis que le général se lève
en lançant à l'assistance médusée avant de se retirer. Voilà, au revoir, monsieur. Une fois sorti de scène, il fait demander à Christian Fouché de le rejoindre dans Subaru, comme pour vérifier auprès de lui l'effet produit par son auditoire. Il a repris son calme et me regarde, l'air goguenard. Eh bien, vous les avez vus? Mais au lieu d'abonder dans ce sens, Fouché me fait remarquer en riant, comme il en a pris l'habitude, en cas de désaccord. Mon général, vous avez été très, très injuste. Je vous concède que Soustelle aurait mieux fait de ne pas tomber dans le piège que lui tendait Auriol, mais vous savez bien qu'il vous est dévoué comme nous le sommes tous. Voilà, bon, c'était un passage étonnant. Enfin, c'est dire qu'il avait fait le tour de la question. Alors, page 504, Monsieur Cornu, page 504, c'est le dernier passage. Page 504. En dépit de son refus affiché de prendre part aux affaires électorales, parlementaires, ministérielles, présidentielles, le général est loin de se désintéresser de la succession de Vincent Auriol. Alors, parce qu'il avait fini ses 7 ans, donc il fallait y avoir une nouvelle élection, ouverte à la fin de l'année 53, après que celui-ci eut décidé de ne pas se représenter. Il y a déjà pléthore de postulants lorsque le collège électoral chargé de désigner le futur locataire de l'Élysée se réunit au Congrès à Versailles le jeudi 17 décembre. Cela va durer 3 semaines, pronostique de Gaulle, qui décrit par avance à terre noire les tours successifs et sans résultat. D'abord le galop d'essai des premiers tours, puis viendront les candidats d'union, puis ils seront plusieurs. Enfin, cela se terminera par l'élection de Cornu, dont le nom magnifique et la personnalité l'enchantent, rapporte son confident. Le général n'invente rien. André Cornu est bien le nom du secrétaire d'État aux Beaux-Arts, mais sans aucune qualité par ailleurs pour s'imposer face à ses challengers. Il a commencé par le président du Conseil en personne, Joseph Laniel. Ce dimanche 20 décembre, on en est au 8e tour de scrutin. Face à la situation qui leur semble de fait inextricable, délégation de parlementaires de l'ex-groupe RPF, Soustelle, Michelet, Fouché, Debré, Palevski, accourent à Colombey pour proposer la candidature de l'un des leurs, le général Koenig, qui brûle l'envie de se présenter. De Gaulle, qui n'entend pas se mêler de la compétition, coupe court toutefois à cette initiative qu'il juge malencontreuse. Soyons sérieux, le vainqueur de Bir Hakeim à l'Élysée, voilà qui devrait pourtant lui convenir s'il était disposé à laisser l'un des siens, et pas le moindre, aller se commettre dans cette mascarade. Alors Koenig, vous savez, si vous avez vu le film sur De Gaulle, c'est le vainqueur de Bir Hakeim, donc c'est bien décrit dans le film. Donc c'était une personnalité très importante à l'époque. En connaissance de cause, Jacques Choustel voit dans ce refus un motif inavoué. La raison qu'il nous donna de son veto était que notre ami n'avait aucune chance et qu'ainsi nous le conduisions à un échec qui ternirait son renom. Est-ce la vraie raison? Ne s'agit-il pas plutôt, comme ce fut le cas pour moi en décembre 52, de cette profonde méfiance et de cette jalousie soupçonneuse qui suscite chez De Gaulle la perspective de l'élévation d'un de ses plus fidèles compagnons? Toujours est-il que le général en reste à son candidat favori, dont il ne se lasse pas de prononcer les noms. Le dit Cornu, qui couronnera si bien le régime. La parole plutôt que la concurrence. La parodie plutôt que la concurrence. Au 11e tour, le mercredi 23 décembre, c'est le nom d'un outsider improvisé, René Coty, sénateur de la Seine-Maritime, qui sortira du chapeau, après le retrait forcé de Laniel, barré jusqu'au bout par Auriol, et les échecs en cascade de Pinay-Binot et du socialiste Nagelen et du député de la Meuse Louis-Jacques Lignot, sans parler du fameux Monsieur Cornu, que l'imagination gaulienne n'a pas suffi à promouvoir.
Voilà, c'était pour évoquer cette époque qui aboutira donc à l'appel au général de Gaulle de Coty, hein, pour prendre pour devenir d'abord son président du Conseil, puis enfin devenir président de la République, mais avec une République sous une autre forme, la Ve République. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Ensuite, la prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine parce que je vais partir en vacances, mais la prochaine fois, ce sera La promesse de l'Aube de Romain Gary, magnifique livre que j'aime beaucoup. Et donc on lira les passages, et on fera une petite explication de texte. Voilà. Je vous souhaite une bonne quinzaine, parce qu'on ne se verra pas avant au moins 15 jours. Et puis à très très bientôt.